Tout d'abord, remercier votre présence. J'ai présenté très rapidement la librairie, qui est donc un espace qui est ouverture et des dialogues. Il s'agit d'un cycle de lecture biannuel dans lesquels les étudiants volontaires du master psychanalyse et psychopathologie présentent une publication susceptible d'intéresser le champ psychanalytique en présence de l'auteur. Merci également au département de psychologie clinique pour soutenir et permettre ces espaces, et aux étudiants qui participent de près ou de loin en fait à cette ouverture. Pour ce deuxième rendez-vous de l'année, nous discuterons Écrire l'absence, Dorothée Légrand, publié chez Armand en 2019. Dorothée Légrand, j'ai le plaisir de présenter, est psychanalyste, psychologue clinicienne et chercheuse en philosophie chez Husserl, CNRS, École normale supérieure. Elle anime depuis 9 ans le séminaire Articulation philosophique et psychanalytique à l'École normale supérieure à Paris. Et ont présenté leur lecture et discuté son livre, Un endurance, étudiante en deuxième année de master psychanalyse et psychopatho. Ses recherches actuelles portent sur l'art et la pornographie, particulièrement à la question de l'amour. Et Guillaume Guillez, étudiant de master également, ses recherches portent sur le désir du père et son implication avec la lettre. Je vais très rapidement présenter l'architecture de l'ouvrage et laisser la parole sur Manon, Kylian et Dorothée, puis un tour de débat ouvert avec la salle. Donc la question introduit l'écrit et qui reste un peu comme un fil tout au long des 11 chapitres et comment survivre à l'absence. L'écriture et la nuit sont présents même dans les titres, mais ne sont pas pour rien une réponse possible. Les chapitres commencent par le chapitre 0. Cela m'a rappelé à Lacan qui, avec des bouts de ficelle et la topologie, voulait, il me semble, circonscrire quelque chose de l'absence, du trou, à ne pas confondre ici le zéro du vide au zéro qui donne consistance au trou. D'ailleurs, il le dit que désigner la forme du zéro, placée au centre de notre savoir, c'est, dit-il, s'équilibrer avec son vie intérieure. Ces livres se proposent donc comme l'étoffe du zéro et avancent dans un dialogue fécond entre psychanalyse et phénoménologie. Il invite les concepts, il décale, il ouvre. Un travail minutieux tout au long des chapitres qui porte le nom des verbes à l'infinitif, vous verrez. Sauf le premier, le zéro temps, appelé silence, et qui paradoxalement ouvre l'écrit. Je passe la parole à Manon. Bonsoir. Je vais essayer de mesurer un peu mon parole parce que je suis un peu embêtée. Donc je m'adresse à vous, Dorothée. Bien au-delà de l'intérêt que représente ce sujet d'étude qu'est l'absence, votre livre m'a semblé nécessaire, au sens premier du terme. Nécessaire car dans un climat sociétal dans lequel règne le tout de suite, l'absence peine à se faire entendre et asseoir sa valeur absolument cruciale et constitutive du sujet. Ce propos donc vient rappeler à cet impératif à être, qu'est le manque, et nous convoque à un autre impératif en tant que professionnel et futur professionnel, de faire avec l'absence, de l'avoir suffisamment intériorisé, éprouvé, pour en sous-peser l'enjeu dans ce qu'il s'en joue pour tout un chacun avec ses plis et ses contours. À travers votre argumentaire viennent se loger toutes les balises nécessaires pour penser une absence comme condition sine qua non de la présence dans son prisme symbolique. À un certain point, vous parlez du principe d'irréductibilité de Barthes, et dites la chose suivante, donc je vous cite. Ne jamais réduire le sujet que je suis face à l'absence, c'est d'abord cela qui permettra de saisir, ou plutôt d'être saisi par la présence de l'absence. En même temps, ça a été, et je suis. En même temps, c'est absent et je suis présent. Ce principe ne vient-il pas nous interroger sur ce que vous pensez très habilement, quelque chose de l'ordre d'une temporalité subjective, d'une temporalité psychique finalement? Cette dernière transparaît directement dans les développements que semble suivre votre écrit à travers les différents chapitres de votre livre. D'abord, silence, composer, suspendre, écouter, puis écrire, pleurer, jouer, recevoir, cracher, aimer, absenter. Comme se déployant de l'accueil de cette absence en tant qu'elle fait nuit, pour la lire, l'écrire, l'éprouver, pour finalement en arriver à quelque chose de son éprouvé dans la clinique.
Donc c'est à partir de l'accueil de cette absence qu'un éprouvé, un écrire et un dire et une clinique donc sont possibles. En tant qu'élève du Master 2 de psychanalyse et psychopathologie, mon propos s'axera certainement plus sur un versant clinique, dont il y a question dans votre ouvrage. Donc ma réflexion s'axera dans un premier temps autour de ce qu'il en est d'une temporalité brisée dans l'absence, puis j'en passerai par un parallèle avec le deuil, pour ouvrir sur ce qu'il en est de l'absence en ce qu'elle permet de réenclencher une temporalité désirante. Mais alors, dans quel temps s'inscrit cette absence? En tout cas, il est de temps que nous puissions attribuer universellement. La grande aiguille capricieuse se déchaîne, l'inconscient n'admet pas le temps. Là où les coordonnées classiques se déplieraient de sorte à ce que surviennent un temps passé, un temps présent et un temps futur, le sujet de l'absence en fait venir rentrer en résistance ces trois entités purement abstraites. L'absence, elle, implique directement, et je vous cite, une détotalisation. Elle appelle une brèche possible là où le réel et l'imaginaire règnent en maître, dans un mouvement circulaire, dans une course effrénée vers le tout, le rien, ou plutôt dans l'illusion d'un tout puissant, ou selon vos termes, tout présent. Vous dites à ce propos, absenter le réel et répondre à l'impossible par l'absence. Finalement, l'absence, lorsqu'elle implique d'être entendue et élaborée, n'est-elle pas plus d'un détour pour enclencher le désir, synonyme d'une temporalité en mouvement? Le temps de l'absence n'est-il pas plus d'une manière d'inscrire la présence, dans un mouvement d'aller-retour, dans un après-coup, comme le bébé a besoin d'halluciner le sein de la mère, puis elle-même pour que sa présence prenne une épaisseur? Mais que dire de l'absence lorsqu'elle n'admet aucune temporalité, lorsqu'elle fait trou dans la matrice, traumatisme, rature dans la trame, arrêt sur image? L'absence n'est ici pas pensable dans la significantisation. Elle ampute directement l'être et ne s'inscrit dans aucune interface pour négocier avec la présence. L'on peut alors penser à un état de sidération dans lequel se trouve le sujet, une atemporalité qui répondrait au coup à coup de réel en réel. Elle vient en rupture totale avec quelque chose d'un rythme, d'un tempo, qui puisse la rapprocher avec la présence, pour reprendre l'exemple du sein de l'enfant avec le sein. Lorsque dans le symbolisme rien ne s'inscrit, subsiste seulement le réel d'une absence, indicible et traumatique. Piégé dans un espace-temps proche de ce que Maria Torok et Nicolas Laurent avaient théorisé des cryptes psychiques, ces inclusions inexorables, cavités dans lesquelles les traumatismes non symbolisés continuent de perdurer dans le psychisme, de manière tout à fait intemporelle. Ici, c'est l'urgence qui domine. Cette urgence que vous déployez tout au long de votre livre, celle avec laquelle il faut faire, celle qui convoque la place du symbolisme au plus vite, de manière viscérale. Cette absence traumatique ne semble avoir pour issue que le passage à l'acte, dans sa valence la plus destructrice. Une éclipse totale du sujet. Dans un cas tel que celui-ci, la temporalité psychique semble s'être arrêtée. Coupé en plein dans son élan aliénant, le symbolique frappe à la porte, comme un impératif de faire avec le réel devenu insoutenable. Ce que, étonnamment, l'absence dans sa valeur traumatique et réelle vient mettre en exergue, c'est qu'elle n'est pas toute réelle. Elle-même semble faire le pas vers une dimension tout à fait salutaire, contenant en son sein les deux versants et d'une effraction totale et d'une possibilité de symbolisation. Comme Lacan le dit sublimement dans son séminaire sur la relation d'objet, je le cite, le réel a pour propriété de porter sa place à la semelle de ses souliers. Vous pourrez bouleverser tant que vous voudrez le réel, il n'en reste pas moins que nos corps seront encore à leur place après l'explosion du boom atomique, à leur place de morceaux. L'absence de quelque chose dans le réel est purement symbolique. Au fait, c'est cela même. La percée du symbolique par l'absence, coupure nette, amputation n'a pas su être élaborée. Il semble que cette citation mette en évidence toute la logique désidérative sous-tendue par l'absence, en tant qu'elle peut se révéler tout à fait vitale. Prenons l'exemple du deuil dit pathologique, dans la continuité de ce que vous disiez, l'absence englobe une présence et vice-versa. Toutes deux entrent dans un chassé-croisé vertigineux et insoutenable dans le cadre du deuil. Ni l'absence ni la présence soutenue par cette perte ne sont supportables pour l'individu. En effet, en concevant ce qui peut s'ensuivre d'une identification mortifère à l'objet perdu, c'est ici que nous pouvons réintroduire les coordonnées d'un temps psychique en discontinuité. Vient alors se poser par une injonction la question « Pourquoi il part ? Pourquoi je reste ?» Que reconstruire d'un temps passé avec l'objet perdu? Comment survivre à un présent impalpable et déséquilibré qu'attendre d'un futur où l'absence de l'objet semble faire opaque sur tout le paysage? Je me réfère alors à ce que vous dites de la mélancolie, comme absence absorbant la présence, comme venant mettre en exergue non pas un manque mais un vide. Vous dites la chose suivante. L'absence dont souffre un mélancolique cesse d'être spécifiquement absence. Elle est alors non seulement présente, mais surprésente, omniprésente, partout, tout le temps, inévitable et pourtant invisible. À tenter de bien comprendre, nous pouvons entendre quelque chose d'une temporalité complètement engoncée dans un réel totalitaire. Une mise en abîme s'impose entre le réel et la temporalité qu'il conçoit. Cette dernière se situerait du côté d'un présent, unique et toujours. Or, il est impossible de faire avec le présent. Un présent despotique qui n'admet aucune épaisseur passée et future. Un mouvement circulaire, une temporalité qui se cogne sans cesse.
Mais alors comment nous est-il possible en tant que futurs professionnels de tenter de faire avec ce tout réel? Comment approcher quelque chose de la parole dans cette chute sans fin? Eh bien l'absence elle-même semble en être le poison tout comme le remède. Venant bouleverser l'homéostasie de l'individu, elle est la seule coordonnée à partir de laquelle fixer la limite entre ce qui est vivant et ce qui est mort. Au-delà de cette temporalité que je vais faire se dérouler, l'absence semble mettre en berne les limites du dedans et du dehors de l'espace. Tout comme vous y faites référence lorsque vous parlez de l'anorexie, l'absence redistribue toutes les modalités de l'interface aliénation-séparation. Cette absence, si elle se prend creux, avec un espace à symboliser, ne peut-elle pas se révéler comme un levier royal vers l'introduction d'une temporalité symbolique et d'une nouvelle logique désirante du sujet? Comme un moment de fulgurance d'une rendue ainsi possible inscription dans la jouissance du grand autre du signifiant, convocation irrévocable de l'objet A et de sa mise en commerce. Mais je me demande alors, quel visage ces tiraillements dus à l'absence prennent-ils dans la clinique? Nous pouvons dès lors nous aiguiller vers ce qu'il en a été du génie d'André Green lorsqu'il s'agit d'entendre le progrès d'une analyse sur ce qu'appellerait Lacan une échelle inversée de la loi du désir, dans un négatif, dans la perte de l'objet, le négatif comme advenance sans pareil du signifiant. Alors j'en reviens à nouveau à votre phrase, absenter le réel et répondre à l'impossible par l'absence. En m'en référant à ce que vous nous dites de cela, cet impossible signe à la fois le roc du réel, du trauma auquel se bute le signifiant, mais il incombe à l'analyste d'en inscrire le bord. C'est de cet impossible que naît le travail analytique en tant qu'il est infranchissable, mais que sa survenue impose d'être entendue et parlée. En effet, il est une chose qui n'est négativée ni par l'absence, ni par même la mort, il s'agit du désir. Peut-être ce dernier puisse-t-il représenter une boussole dans ce qu'il en est de l'absence, dans l'absence d'une pulsion de vie. Comme le bout d'un fil qu'il s'agit pour l'analyse d'attraper au vol et de dérouler à mesure de la chaîne associative. S'il est une chose qui résiste de manière tout à fait exceptionnelle au temps chronologique, c'est en tout cas bien le désir. Mais en face de ce que nous invoquions plutôt du négatif dans la théorie d'André Green, nous pouvons nous en référer à ce fameux ouvrage de Pierre Fédida, Les bienfaits de la dépression. Je m'en réfère alors à ce que vous nous dites. Loin d'être une figure mélancolique, le fantôme pourrait au contraire être celui qui survit à une mélancolie. Celui avec qui un mélancolique pourrait survivre, car le fantôme n'est ni pleinement absent, ni pleinement présent. Je me permets alors de rajouter qu'il n'est ni pleinement passé, ni pleinement présent. À ce propos, Fédida dit: la croyance animiste inhérente au deuil effectue par contre la séparation de l'âme et du corps, et accorde à l'âme du disparu la force d'animation du vivant. Grâce à la symbolisation de cette perte, l'absence recouvre alors la dignité rendue à l'objet perdu dans sa présence immuable. Retracer la présence de l'objet, sa trace malgré sa perte. Cela va faire résonner tout ce qu'il en est de l'advenance d'une altérité possible par ce passage dans le négatif greenien, de cette dépression quotidienne et de cette absence finalement. Pour en revenir à ce que je disais au tout début de mon intervention, il me semble que ce livre nous ramène à penser, en tant que professionnel et futur professionnel, c'est quelque chose d'une posture tout entière. J'aimais alors l'hypothèse que penser l'absence, c'est penser quelque chose d'une castration. Castration que le discours social semble vouloir occulter le plus possible. Et bien penser cela, concevoir l'absence comme un outil de la cure, n'est-ce pas avoir déjà commencé par entendre ce qu'il en est d'un manque, en soi tout à fait constitutif, un non-rapport sexuel, un impossible à fusionner avec l'objet d'amour, qui ne peut alors nous revenir que dans l'épaisseur de son absence. Je me demande alors si ici même ne réside pas tout ce propos, dans le fait de traverser cette absence, de l'éprouver, et que seulement ainsi, il est possible de lui donner une valeur de temporalité, en tant qu'elle ne se vit pas dans une seule des interfaces qui la composent, mais dans sa traversée, une transversalité de chacune de ces dernières dans son éprouvé. Ainsi, pour clôturer mon propos autour de la temporalité psychique, penser l'absence dans l'analyse n'est-il pas une manière de se décaler irrévocablement d'un temps chronologique et sociétal, toujours plus tourbillonnant, toujours plus productif, d'un discours capitaliste qui écrase la demande par l'offre, dans lequel le temps du désir n'a plus sa place. Votre propos, en tout cas, nous incombe d'en revenir à ce qui s'en joue d'un temps psychique dans lequel le rendement n'a pas de sens, dans lequel le temps, tel que nous le concevons, ne peut se heurter qu'au sujet, avec un grand F, dans ses déclinaisons les plus irrégulières, dans les différents temps de fulgurance, de suspension, de résistance, de régression que la cure admet. Tout ce développement m'amène donc à vous poser 3 questions. Ces dernières sont d'un ordre purement clinique. En premier lieu, dans ce sur quoi je me questionnais d'un symbolisme comme inscription d'un bord dans l'absence, où la place de l'analyse se situe-t-elle dans ce processus, dans sa mise en jeu du transfert? Dans votre livre, vous faites réexister quelque chose d'une mise en tension entre psychanalyse et philosophie. Cette dernière me semble d'une très grande justesse afin d'aborder ce qu'il en est de l'absence et de ses enjeux dans la cure. Comme vous seul afin de penser une éthique de l'analyste et de sa façon de se placer face à l'urgence de la demande du sujet en proie à cette absence. Je me demande alors, du point de vue de la cure, le plus grand danger ne serait-il pas celui de venir combler, boucher, apaiser ce qu'il en est de cette absence, bien que la demande du sujet puisse nous convoquer à cet endroit? Et finalement,
N'est-il pas justement de ce tiraillement, de cette angoisse face à l'absence que naît la parole? Est-ce cela dont vous parlez lorsque vous dites, et je vous cite, l'absence devient ainsi un opérateur clinique lorsqu'elle n'est plus le signe d'un manque, mais vient inscrire le bord, afin que cette absence ne cesse jamais de se dire ou de se parler? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Je dois attendre avant de répondre, mais merci. Alors, du coup, moi, je vais regarder un petit peu à droite à gauche. Je ne sais pas où fixer mon regard. J'adorerais pouvoir être suffisamment à l'aise pour pouvoir vous regarder au bon moment et vous à d'autres. J'ai repéré une chaise qui était sympa et une applique là-bas, donc ça va aussi entre les deux. Au sujet de cet ouvrage, Écrire l'absence, ce qui nous interpelle tout d'abord, c'est la proposition d'une rencontre, si ce n'est d'un échec, un échec, insistons-le, initial, entre la phénoménologie husserlienne et la psychanalyse. Pourquoi échec? Dans la mesure où l'acte phénoménologique porte sur ce double mouvement qu'est l'époqué. L'époqué que nous allons avoir à entendre ici comme suspension, mais qui s'accompagne aussi de son revers, qui est la réduction. Se présente ici alors le dessin d'une quête du nécessaire, par opposition au contingent. L'ego transcendantal émerge, comme roc au cœur de la mondanité. L'échec indexé est alors celui de l'opposition induite entre la présence et l'absence de fait, puisqu'elles apparaissent consubstantielles. Nous aborderons l'ouvrage en traitant par la question du rêve, mais aussi de l'étrange, de l'étrangeté, et éventuellement en tentant de revenir questionner anorexique et mélancolique lorsqu'ils indexent de l'absence. Penser l'absence, voilà alors ce que la psychanalyse semble permettre au registre d'une instance qui, nous allons le voir, cette instance-là étant l'absence en tant qu'elle est articulée à la présence et non pas consubstantielle à elle, revêt quelques ambiguïtés. Et le dialogue s'ouvre notamment avec l'aborde d'Emmanuel Lévinas, pour laisser entrevoir ce qui serait presque topologique. On le retrouve dans le texte et vous le dites ainsi. La nuit, c'est l'horreur. Non parce que les monstres sortent du placard, non pas donc parce que le sujet est confronté à son mauvais objet, mais parce que le sujet y est dépouillé de lui-même, dépouillé de sa subjectivité, de la singularité de son existence. La nuit est une extinction du sujet. Topologique, nous disions, dans la mesure où cette nuit est présence noire, expérience de l'Ilia, qui est la proposition d'Emmanuel Lévinas, cet endroit-là, quelque chose de cette nuit qui serait alors plénier et mortifère, s'articule à cela, et c'est vous qui faites le pas, le réel lacanien. À la nuit réelle et monolithique s'intrigue alors le jour composite, marqué de l'hétérogénéité nécessaire de la présence et de l'absence proposée ici. Nous en arrivons là grâce à l'appui de Maurice Blanchot, qui pense l'articulation au profit d'une distinction. À cette présence, cette absence et cette nuit, il articule l'autre nuit. En tout cas, nous proposons que cette articulation-là s'intrique ici et vienne à dialoguer. Vous reprenez alors sa citation. « Quand tout a disparu dans la nuit, tout a disparu apparaît. Et voilà l'autre nuit, dont la clé, à l'aune de ce que la tentative est ici d'entendre l'absence de ce que vous proposez, à savoir de ce qui gîte au sein du jour composite, cette clé-là, du côté de l'autre nuit, elle semble du côté du sommeil. Tel qu'il nous est rappelé, le sommeil transforme la nuit en possibilité, et ce pour dessiner ce qui, de cette absence, est un renforcement à la clarté de la toute-présence, un certain sommeil donc qui commande le jour. En s'y penchant quelque peu, on remarque que si bien que la nuit soit le lieu de l'homogénéité, elle n'en reste pas moins le théâtre d'une hétérogénéité de posture. Monsieur Blanchot écrit dans L'amitié, « Celui qui rêve se détourne de celui qui dort. Le rêveur n'est pas le dormeur. Le rêve est ressaisi par l'écriture dans son extériorité. Le présent du rêve coïncide avec la non-présence d'écriture. Du moins, c'est le postulat de l'entreprise qu'on pourrait formuler ainsi. Je rêve, donc cela s'écrit. » Et Diana Manoury, dans son article Maurice Blanchot, les intérêts de la nuit et du rêve, de mettre l'accent sur l'état onirique en y ajoutant « Il ne peut que s'opposer farouchement à celui-ci, puisque écrire ne peut pas rimer avec sommeiller, se reposer, s'assoupir, trouver la paix dans l'inconscient. Sans la lucidité et la vigilance du rêve, lui-même né de l'impossibilité de dormir, l'œuvre ne pourrait pas s'accomplir. Elle est par définition éveil, tension et circonspection. » Si du coup, pour aborder cette question de l'absence en tant qu'elle s'articule à la présence, vous proposez un jour qui, en tout cas quelque peu, sommeille, nous lui proposons son corollaire, à savoir de mettre en tension une nuit qui, quelque peu, s'éveille. Le rêveur serait-il alors ce dormeur insomniaque? L'oxymore, nous le proposons, on l'assume pas complètement, mais on le met au travail. Ce dormeur insomniaque se produisant par le possible couvre le sommeil en une écriture par le réel, ou tout du moins à partir de lui. À vrai dire,
Border le réel, comme salut face au mortifère, la structure du rêve ne nous en dit-elle pas déjà quelque chose? Repartons alors du tout a disparu Blanchotien. Le rêve s'en fait le témoin, mais bon, pas sans perte ni fracas. Nous retrouvons dans l'ouvrage une convocation que vous faites de la traduction de Jacques Derrida, de l'interprétation des rêves, qui peut nous éclairer sur ce point d'articulation du réel. Je cite ici donc Freud traduit par Derrida. Dans les rêves les mieux analysés, on doit souvent laisser dans l'ombre une zone, car on remarque là, au cours de l'interprétation, qu'un écheveau de pensée de rêve, et je ne l'ai pas noté là, mais vous le retranscrivez bien, j'aime bien l'idée de la pelote de laine qu'il met en avant. Je pense qu'elle a quelque chose là de ce qui s'en tire du fil, de cette question du fil qui se traduit bien par cette image. Un écheveau de pensée de rêve donc ne veut pas se dévoiler, mais qui aussi bien n'a ajouté aucune contribution supplémentaire à notre connaissance du contenu du rêve. C'est alors là l'ombilique du rêve, le lieu où il communique avec l'inconnu. Les pensées du rêve que l'on rencontre dans l'interprétation doivent rester de façon tout à fait générale sans conclusion, sans clôture, sans fin, sans terminaison, et elles doivent courir de toutes parts dans le filet ramifié et réticulé de notre monde de pensée. C'est au lieu le plus épais de cet entrelac que surgit le désir du rêve, comme le champignon de son mycélium. Ce point-là est très riche, dans la mesure où l'on y entend ce qu'ici la psychanalyse peut faire de l'époqué. L'époqué en cela que vous la proposez comme une posture d'écoute que la psychanalyse retraverse, cette fois, alors non pas en l'accompagnant d'une réduction de cette époquée, donc une écoute suspensive telle qu'elle serait, telle que vous le proposez. L'objectif n'étant donc pas, et là elle s'en distingue de cette phénoménologie qu'on aborde par Husserl, de remonter à l'origine. En effet, ce n'est pas là ce qui s'entend de l'ombilique, mais éventuellement la condition d'émergence d'une écoute se proposant au lieu d'un impossible à dire, d'un irréductible écart entre le dire et le dit. Notre attention se porte toutefois sur la traduction dans ce passage de l'inconnu, ou encore du non-connu, dans la traduction qui en était faite de Freud. Marcel Ritter adressait à ce sujet, en revenant sur le texte original, une question autour de l'Unerkannt, pardonnez mon allemand, il est très très mauvais, qu'il épingle comme non reconnu. Jacques Lacan lui répondant que c'est là l'impossible à reconnaître, l'emphase se faisant sur cette question de l'impossible. L'ombilique, c'est une suture de cet orifice se bouclant dont n'émerge que le fil de l'impossible. Et on rattrape la pelote de laine, putain c'est bien fait quand même. Ça ne peut ni se dire, ni s'écrire. Un impossible qui par la double négation du ne cesse pas de ne pas s'écrire, traduit une dynamique irréductible à ça cesse de s'écrire. On ne pourrait pas le dire comme ça, effectivement. À cet endroit-là, ce qui nous intéresse, et nous y reviendrons peut-être après, c'est le fait que ça vienne indexer quelque chose de cet impossible qu'il y a du côté du rapport sexuel et du rapport en tant que tel, du sexuel de l'autre, et l'intrication que Lacan y fait avec la question de la mort. L'inconscient est donc ce travailleur idéal, car toujours en activité, occupé à interpréter. Ce sont ces formations qu'il nous laisse entendre. L'inconscient interprète est-il alors ce qui du sujet tente d'écrire cette absence vitale? D'ailleurs, cette étrangeté est-elle à entendre comme un signal de ce que l'absence s'écrit? Étrangeté, tout du moins, nous fait penser à l'une des acceptions possibles de ce que Diana Manoury rapportait du principe d'excentricité, ce dernier étant corrélatif de la situation du rêve pour Maurice Blanchot, en cela que la particularité indexée provient de la question de l'adresse. Il est en effet relevé un escamotage, un écart irréductible entre le rêveur, soit celui qui dans la nuit est à la fois interne et externe, acteur et auteur, au rêve, et ce même sujet exilé, et là je le cite, exilé de cet espace qu'il croyait son seul privilège. Paradoxalement, voilà ce qui semble être la condition du sujet pour résister à l'indifférence, et là je vous cite. Par la parole, si l'on reprend dans votre ouvrage la proposition lévinassienne, une subjectivité plurielle aussi, et subversivement car le sujet ne se fait pas un avec lui-même. Je vais reprendre juste cette phrase parce qu'il y a une confusion qui se fait quand je la dis comme ça. La proposition lévinassienne, c'est que par la parole, le sujet résiste à l'indifférence, et ensuite ça s'articule avec la subjectivité plurielle. Il me semble que c'est ce concept-là du singulier pluriel que vous reprenez et que vous articulez, à savoir que subversivement, le sujet ne fait pas un avec lui-même. Et ça, ce point-là, il s'éclaire par la reprise de l'introduction de ce que Jacques Lacan nous en dit dans La psychanalyse et son enseignement, en 57. Je le cite, dans l'inconscient, qui est moins profond qu'inaccessible à l'approfondissement conscient, ça parle. Un sujet dans le sujet, transcendant au sujet, pose au philosophe depuis la science des rêves sa question. Mais alors de quel sujet parlons-nous ici? Manifestement, de l'écart entre le sujet de la conscience et celui de l'inconscient, non pas antinomique, mais bien les artisans de ce décalage en regard de l'absence et que nous avons tenté de réarticuler à l'étrangeté
mais aussi et plus prudemment l'exil. Ceci en regard de la constitution d'un sujet qui, rappelons-le, est aux prises avec la représentation, pour ne pas dire tout de suite le signifiant. Pour reprendre Françoise Dastur, dans son article « Derrida et la question de la présence, une relecture de la voix et le phénomène », je la cite, « Nous sommes depuis toujours et pour toujours exilés dans le labyrinthe de la représentation, sans espoir de pouvoir jamais en sortir pour accéder au soleil de la présence. C'est pourquoi, selon lui, Derrida, nous ne parlons que pour suppléer l'éclat de la présence. Soulignant par ailleurs que la parole requiert la mort du sujet parlant, la parole en tant que telle et non pas seulement l'écriture. La présence, aussi bien que l'absence, condamne-t-elle alors le sujet, et nous le rajoutons alors, le condamne-t-elle à vivre? Que faire alors d'une tripartition se dessinant et que nous proposons, à savoir le meurtri, le mourant et le mortifère? Déplions ensemble. Commençons par ce qui nous a été présenté d'emblée, à savoir le mortifère. C'est ici celui de la nuit monolithique, horrifiante, regorgeant de Lilia. Par ailleurs, nous avons le meurtri, qui serait corrélatif du langage, induit par ce qui nous est rappelé dans l'écriture des désastres de Maurice Blanchot encore, parce que finalement on travaille beaucoup avec lui ce soir. On ne vit et on ne parle qu'en tuant l'infant, cela qui n'a pas encore commencé à parler et jamais ne parlera, dont le succès d'année est une advenue du corps parlant, à la limite, tel que Jean-Luc Nancy l'écrit, à savoir un bord externe, fracture et intersection de l'étranger dans le continu du sens, dans le continu de la matière. Arrachement donc peut-être de la jouissance de l'autre en une rencontre entre symbolique et imaginaire. Le mourant, quant à lui, concerne le sujet, aux prises avec le signifiant, et nous voyons déjà comment meurtrier et mourant semblent nécessairement articulables. Aux prises avec sa constitution donc, car le signifiant, nous dit Jacques Lacan, d'un autre à l'autre, il naît des traces effacées. La voilà la belle affaire. Dans son séminaire sur l'identification, il nous en dit d'ailleurs qu'une fois le signifiant constitué, il y en a forcément deux autres avant. Un signifiant, c'est une marque, une trace, une écriture, mais on ne peut pas le lire seul. Deux signifiants, c'est un coq à l'âne, un pataquès. Trois signifiants, c'est le retour de ce dont il s'agit, c'est-à-dire du premier. On touche à l'altérité du signifiant en cela qu'il ne peut en aucun cas être tenu pour pouvoir se désigner lui-même. Ce que Jacques Lacan nomme l'enforme de A. Ainsi, la trace passe à l'enforme de A selon les façons diverses par où elle est effacée. Le sujet, ce sont ces façons, même par quoi la trace comme empreinte se trouve effacée. Et donc sur le modèle de l'objet A, il y a donc 4 façons pour le sujet d'advenir, en effaçant ces traces, 4 effaçons du sujet. Développement ce faisant, notre proposition tripartite est-elle la condition nécessaire, ou éventuellement la condition suffisante d'un faire avec l'absence? Toujours est-il que d'en passer par le pulsionnel et donc du rapport à l'objet, voilà qui nous ramène vers la question de l'absence, telle qu'elle nous est présentée dans l'ouvrage qui nous intéresse. Au risque de 2 façons de faire avec l'absence, qui mettent en jeu l'advenir du sujet, dans un collapsus avec la dite question de l'objet. En effet, nous l'avons éludé jusqu'ici, en essayant de s'intéresser à cette question-là du rêve. Néanmoins, il nous est proposé 2 modalités de traitement de la question comment faire avec l'absence, la mélancolie et l'anorexie. Rappelons tout de même la précaution que vous faites, n'est présentée ici et n'est pensée éventuellement ici qu'une anorexie et une mélancolie, dans un mouvement qui ne se veut pas généralisant. Voici alors 2 confrontations d'avec l'absence. Le mélancolique souffre d'absence, là où l'anorexie souffre de l'absence d'absence. Par ailleurs, et probablement pour arriver à un terme de ce développement, ce qui semble le lot de l'anorexique et du mélancolique, c'est de souffrir l'objet. Non pas tant dans la mesure où il manque radicalement, mais bien plutôt parce qu'il se joue d'un trop. Pour le mélancolique, rappelons-le, l'ombre de l'objet venant à choir sur le moi, c'est par le clivage que le sujet s'identifie au susdit objet qui l'entraîne vers la mort. Survivre, c'est alors jouir de l'objet parce que Freud appelait l'anklage et qu'il reprend du vocabulaire juridique et qui a à voir avec cette condamnation de l'autre qui, par identification, lui permet de s'évertuer dans le contexte le plus finalement, le plus social, c'est peut-être ce mot-là qui me fait peur, en tout cas d'adresser à l'autre sans vergogne la quantité indéfinie de ces réclamations. Jouir de l'objet par l'anklage, certes, mais cela ne fait pas barrage à la hantise, pour reprendre un mot que vous employez. Il y a collapsus de la réalité et du réel pour le mélancolique, et pour y couper, vous le dites, il faut poser une virgule, écrire pour, à partir du réel, à partir de la non-différence, faire la différence. Et nécessairement, en faisant appel à Jacques Lacan ici, vous dites que c'est probablement ce qu'il entend par traiter le réel par du symbolique.
Là où le mourant n'a d'interlocuteur que le mortifère, là on essaye de le réarticuler, ce qu'on s'était vertué à vous perdre juste avant avec la tripartition du meurtrier, du mourant et du mortifère. Là où le mourant n'a d'interlocuteur que le mortifère, articuler alors le meurtri serait peut-être la solution pour constituer au-delà de l'adresse une étrangeté. L'anorexique, d'autre part, s'évertue par le corps, pris comme objet de jouissance, à tenter d'inscrire un signifiant castrateur qui garantirait à la fois une séparation d'avec l'autre, mais aussi sa logique désirante. Je vous cite, le corps anorexique est, proposons-nous ici, écriture, car il se fait le lieu d'inscription de la présence et de l'absence. Est-ce alors une façon de border ce qui du mortifère est horreur? L'horreur d'un plutôt mourir que d'en savoir quelque chose sur la castration dans l'autre, pour reprendre la considération, ce rapport à la question du savoir que Lacan développe à partir notamment du séminaire 21. Ce qui nous a saisi finalement, c'est qu'à la lecture de cet ouvrage, une idée a émergé. À la manière de ce que Freud écrit à propos du délire, dans la psychose, c'est qu'il faut l'entendre comme une tentative de guérison. Eh bien, nous avions alors comme cette impression une mélancolique et une anorexique, voilà en regard de l'absence en ce cas-là de dévastateur, non pas deux exemples parmi d'autres, mais bien les exemples par lesquels nous pouvions appréhender le faire avec l'absence, tout du moins des tentatives de faire avec l'absence. Voilà ce qui pousse la curiosité du côté de cette mise en question que nous faisions d'une autre formation de l'inconscient, telle que le rêve. Pouvons-nous seulement ici alors induire que le mélancolique et l'anorexique sont symptômes? Si nous le faisons, ce n'est qu'à le considérer comme symptôme de l'absence. Mais alors cette dernière est-elle transstructurelle? Cela même s'ouvre de là. Vous écrivez. L'absence, la structure, est un appel à la détotalisation. La structure est antitotalitaire. Cette détotalisation constitutive et non carentielle, Lacan en aura fait un pivot de sa pensée, en travaillant le concept aussi simple que radical du patou. Et c'est d'ailleurs aussi, par la détotalisation, l'intérêt de l'époquée psychanalytique. Cette écoute suspensive qui, de cette suspension-là, ne se résout pas à la réduction. Nous relevons dans cette perspective l'articulation que vous faites de l'excentricité, à savoir le patou comme supplémentaire autophalique, non pas complémentaire, sinon il deviendrait consubstantiel de ce dernier. Et vous l'articulez à l'infini et à la transcendance, qui touche du coup là à la convocation que vous faites de la pensée lévinassienne, une transcendance, un infini comme relation avec un surplus toujours extérieur à la totalité. Et c'est probablement ce point-là avec lequel on aperçoit et on touche du doigt une rupture avec la phénoménologie telle qu'on la retrouve, avec Husserl ou éventuellement même Merleau-Ponty. Cela se soutient par la rencontre de la psychanalyse et de la phénoménologie que vous articulez. Avant de poser du coup ma dernière question, je reviens sur ce point-là qui a été un peu laissé en suspens, à savoir quand nous parlions de cette structure-là même du rêve, de l'ombilique et de ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Dans la réponse que Lacan formule à Marcel Ritter, il nous dit juste un petit peu après que l'on ne peut pas dire que ce non-rapport sexuel, que je considère comme fondamental dans le réel, pour ce qui est du par-l'être, ne corresponde pas à un petit éveil du côté de l'universalité de la mort. Et ça me coûte de le dire. Par rapport à toutes les convocations et les détours qu'on a pu faire du côté de cette interpellation finalement de ces questions de la mort, cette répartition certainement maladroite, qui finalement de se faire avec l'absence, qui est aussi un questionnement qui se formule à l'endroit d'une entame, d'un réel qui se borde. La question que nous posons, et avec cette convocation du patou que vous faites, c'est finalement, est-ce que l'absence ne serait pas aussi cette réouverture d'une question du sexuel, et par l'introduction et l'abord de la question de la mort, par le patou? Voilà, je pourrais répéter cette question, parce que j'ai mis au milieu, et ça perd tout le monde. Mais enfin bon, voilà. On est là. Merci. Ah bah, merci. Merci infiniment à tous les deux. Merci à Isabelle d'avoir permis ça. Merci au département, merci à vous d'être là. Je gagne du temps pour essayer de digérer tout ce que je viens de recevoir. Vous savez, l'effet de prendre une douche fort débit. Parce que ce que vous venez de proposer me semble très dense, très généreux. Donc mes remerciements sont sincères pour votre lecture et pour aussi, surtout votre mise au travail de ce texte en fait, qui continue à alimenter mon travail quotidiennement. Je réalise au fur et à mesure
voilà, 2019, presque il est vieux, et en fait, non, il est quotidien. Je ne sais pas du tout comment m'y prendre, comment je vais faire. J'ai pris quelques notes à la volée comme ça, au fur et à mesure que vous parliez l'un et l'autre. Peut-être que je vais les reprendre et essayer d'improviser sur ce que je pourrais broder autour des choses très précises. En fait, c'est ça qui m'embête de prendre la parole comme ça, à bâton rompu. C'est que l'un et l'autre, ce que vous avez dit était très riche et très précis. Donc j'espère pas trop détricoter tout ce que vous avez mis en place. Alors la temporalité, ça me touche beaucoup que vous ayez abordé l'absence de ce côté-là, notamment parce que c'est quelque chose que je travaille peu dans ce livre-là, explicitement en tout cas. Et que je travaille beaucoup depuis. Donc voilà, vous anticipez sur le prochain, vous me ravit. Et effectivement, il y a toute une question de temporalité sur tout ce jeu sur le présent et sur la présence. D'autant plus que, comme vous l'avez dit, c'est un dialogue permanent, ce livre, entre la psychanalyse et plusieurs autres choses, mais notamment la phénoménologie, qui est quand même philosophie de la présence, pour aller très vite, et donc du présent. Et donc il y a toute une attention à la temporalité dans la phénoménologie qui laisse une place tout à fait différente à l'absence, au passé, au futur, que ce que j'essaie de faire avec la psychanalyse. Donc attraper toute cette problématique de l'absence et de la dimension vitale de l'absence, attraper ça par la temporalité et par la temporalité psychique et par la possibilité d'une atemporalité, ça me semble très fructueux. Je vous remercie, voilà, ça va me faire travailler. Je vais me remettre à lire, je l'ai emmené, j'ai bien fait. Je vais devoir me relire avec ce fil conducteur-là. Qu'est-ce que je pourrais en dire de plus substantiel? Vous avez, par rapport toujours à cette temporalité, vous avez mentionné plus d'une fois cette notion d'urgence clinique, d'urgence de la demande émanant explicitement ou pas du patient. Et je vous remercie pour ça, parce qu'en fait ce livre porte ça d'une manière ou d'une autre. Une sorte d'urgence de cette question qui s'impose, et qui s'impose bizarrement répétitivement, mais chaque répétition est dans l'urgence. Et on connaît ça cliniquement très bien. C'est que même si on a entendu une urgence pour la 100e fois, ça reste une urgence à chaque fois. Et c'est vraiment cette urgence-là qui anime le livre. Que faire avec cette absence, et que faire avec d'un point de vue pas seulement du tout de la pensée, mais de la pensée parce qu'il s'agit de faire avec le patient, et avec le patient, faire quelque chose de cette urgence vitale. C'est aussi pour ça, par rapport à cette urgence vitale, que et je pense que vous l'avez fait entendre très très puissamment, que l'absence qui est en jeu dans ce travail-là n'est pas l'absence de ceci ou cela. Elle n'est pas thématisée, elle ne porte pas sur l'objet absent, présent, etc. Donc elle n'a pas cette contingence-là. J'y reviendrai, elle a l'arrogance de se poser comme structure, sur la structure psychique faite d'absence. Et d'où l'urgence, c'est-à-dire que quand il y a cette problématique qui se pose, c'est tout entier la structure psychique du sujet qui dégringole. C'est pas juste, j'ai un objet absent, à la limite je peux en trouver un autre, etc. Pas du tout, il n'y a pas cette contingence-là. Il y a tout de suite tout le psychisme, toute la subjectivation, toute la possibilité de subjectivation qui est mise en branle. Et vous posiez très très justement cette question. Comment on fait? Où se situe l'analyste? Je pense que c'est une de vos questions. Où se situe l'analyste par rapport à cette question-là?
Effectivement, comme vous le disiez, je fais que répéter ce que vous disiez, ça me paraît très très juste, et c'est une des choses qui anime ce travail-là, c'est que un des dangers majeurs, je pense, dans la clinique et au dehors, c'est cette appétence pour le plan, pour la réponse, pour répondre à l'urgence dans l'urgence. Donc justement, ne pas créer d'absence, ne pas créer de temporalité. Et souvent, on nous apprend, par les cours, par les textes, par les stages, par les supervisions, on nous apprend qu'en tant que psy, surtout, il ne faut pas répondre à la demande. Mais c'est pas exactement ça qui est en jeu. C'est pas créer de la frustration pour la frustration, ce qui est pervers. C'est comment on travaille cette chose-là, et une des choses qui est en jeu là-dedans, c'est justement sous ce signifiant-là d'absence de travailler avec le patou, cette puissance psychique et cette puissance de la rencontre avec l'autre, qui est une puissance de détotalisation. Il y a justement ne pas répondre tout entier, ça ne veut pas dire ne pas répondre du tout, mais c'est ni de la toute absence. Le supposé clinicien qui fait le mort avec certains patients, par exemple mélancoliques, forcément, ça peut redoubler, ça peut faire de l'absence sur de l'absence, et ça ne paraît pas une très bonne idée. Donc on peut faire du tout avec de l'absence, on peut faire du tout avec de la présence, en écoutant beaucoup, voire trop, en adressant à l'autre son attention bienveillante, mais ça crée une telle demande que l'autre peut en être tout à fait paralysé, voire plus. Et donc d'être dans ce jeu, je parle à un moment donné je relis le Forda, le fameux Forda, on a tous lu 2000 fois, et lu des commentaires dessus. Bon, je me suis prêtée à ce jeu-là, et ce qui m'a amusée en le relisant, c'est d'y trouver quelque chose de l'ordre du transfert, en fait, de ce jeu-là, d'être dans un va-et-vient de j'y suis pas, quand j'y suis pas complètement, parce que il y a toujours une absence à venir, de par le fait même que ce soit un jeu répétitif. On sait que c'est pas tout plein, que c'est pas tout le temps, que c'est pas pour tout le temps que j'ai cette petite bobine avec moi, et je joue avec ça. Est-ce qu'on peut jouer avec le patient? Est-ce qu'on peut amener le patient sclérosé sur un objet, sclérosé sur la présence de l'analyste? Est-ce qu'on peut jouer avec l'absence, avec la distance, la distanciation, et à quel moment on sent ça transférentiellement dans la construction du transfert, comment petit à petit les choses vont justement se détotaliser, admettre une paillette d'absence de 10 secondes, admettre une paillette d'absence d'1 heure, et je parle pas là de conditionnement pavlovien, je parle là de l'introduction d'un registre symbolique, là où il n'y en a pas forcément, pas tout le temps, ou pas à ce moment-là, de la même manière que ce Forda, Lacan le lit comme la mise en place de tout un registre symbolique, présence, absence, oscillation entre les deux, composition de l'un avec l'autre, ce qui fait que le présent n'est jamais tout plein, que l'absent n'est jamais tout plein. Et je pense que ce paradigme-là, finalement, parle beaucoup d'une modalité de pratique analytique comme un jeu symbolique. Et le jeu symbolique là, il n'est pas de se dire, comme beaucoup a été écrit là-dessus, que la bobine pour l'enfant symbolise la maman. Ça c'est de l'interprétation plutôt du registre imaginaire, je dirais, mais il y a du symbolique qui est justement de repérer la structure, la temporalité, la rythmicité, la répétitivité de ce jeu qui n'est pas la mère à la place de la bobine à la place de la mère, mais qui met en place une structure inédite. Et c'est la mise en place de cette structure inédite qu'on peut appeler transfert, et qui est notre outil de travail en tant que structure, pas en tant que vous êtes en train de rejouer ce que vous avez joué avec votre maman, avec moi. Ça, c'est du copier-coller, ça change pas grand-chose au public. En revanche, de mettre en place une structure
qui, en tant que structure, j'y reviendrai parce que vous l'avez mentionné, en tant que structure, c'est un complexe et donc c'est pas du tout un, c'est pas du tout plein, c'est pas du tout vide non plus. Et par définition, une structure, c'est une complexité, c'est une composition. C'est avec ça qu'on travaille, je pense. C'est avec ça qu'on travaille et c'est de fait avec la parole, bizarrement. C'est sûrement pas un hasard, c'est sûrement pas la seule manière de le faire. Mais il se trouve qu'une de ces structures qui se trouve être structure symbolique, c'est le langage. Et une des manières d'incarner cette structure symbolique qui est le langage, c'est la parole. Donc moi je trouve ça assez... En fait, je le dis comme ça parce que je pense qu'on oublie à quel point il est étrange de se dire on va parler et puis il va se passer des trucs. On va parler et puis l'urgence vitale dont on est en train de parler quand on parle de l'anorexie, de la mélancolie, du traumatisme, etc., il va y avoir un bouger. Ça va pas de soi du tout. Freud y parlait de la puissance magique de la parole. Bah oui, il y a un truc un peu magique, on comprend pas trop comment ça marche. Donc moi, c'est une question qui me taraude depuis des années. J'en ai pas fini avec ça, mais à quoi ça sert de parler ? Et en fait, quand vous parliez d'être futur professionnel, j'aime beaucoup cette formulation, je pense qu'on est tous en fait ici, futurs professionnels. Mais quand on est futur professionnel, disons, on oublie à quel point c'est intriguant en fait, ce truc-là qu'on a l'habitude de faire. Monsieur, madame, venez, vous n'allez pas bien du tout, vous êtes au bord du suicide, venez me parler, ça pas de soi quand même. Et donc moi j'ai eu besoin d'y travailler, de déplucher la chose et d'essayer de comprendre comment une jeune fille, un jeune homme qui est en train de se dénutrir au point de mettre en danger sa vie d'une manière plus ou moins urgente, est-ce qu'à ce moment-là ça sert de parler, comment, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de lui proposer? Et je trouve que il y va de notre responsabilité de futurs professionnels que de pouvoir répondre à cette question-là, c'est-à-dire quand elle nous est posée par nous-mêmes, par un collègue, par un patient, en disant vous me dites de venir, je parle, et à quoi ça sert? Peut-être que ça va pas de soi en fait cette question-là. Et je pense qu'une de vos questions touchait un peu à ça, et comment l'absence et la parole sont-elles liées? Elles sont liées en termes de qu'est-ce qu'une structure. Je reprends, mais la structure c'est un complexe, c'est donc ni tout absent ni tout présent. Donc tout de suite on rentre dans ce jeu symbolique, tout de suite on est au bord, où on fait bord d'avec le réel qu'on définit comme c'est le mot qu'on donne à ce truc invivable. Donc pour moi ça sert à ça la parole, ça sert entre autres à faire bord. Ça ne sert pas tout de suite à communiquer, peut-être jamais ça sert à communiquer, ça ne sert pas tout de suite et peut-être jamais à comprendre, ça sert toujours et d'abord à aborder, à faire du patou. Dès qu'il y a parole, il y a mise en branle, n'importe quelle parole, on parle au hasard, la moindre parole, tout de suite elle met en branle tout un registre, qui n'est pas juste le registre de ce qui est exprimé, la pensée, l'intimité, les sensations, les émotions, qui n'est pas juste le registre de l'adresse, de l'intercommunication et de l'intersubjectivité, qui est ce registre tiers, qu'est le langage. D'accord, il ne dit pas l'inconscient est structuré comme la parole, il ne dit pas l'inconscient est structuré comme la langue, il dit comme le langage, comme un langage. C'est une structure. Comme vous le disiez, il en faut au moins 3. S'il en faut au moins 3, c'est qu'on est déjà dans un truc foutraque, j'allais dire. C'est déjà du patou. Et c'est parce qu'on a cet outil-là hyper simple, mais c'est parce qu'on l'utilise comme un patou, une machine à faire du patou, qu'on peut apporter quelque chose à quelqu'un qui est tout entier dans une urgence vitale. Et ça peut être une urgence vitale qui, après coup, nous paraîtra bêta. Quelqu'un qui est pris dans une angoisse, quelle que soit l'ampleur de l'angoisse, et bien tout à coup, vous allez l'écouter et il va vous dire « Mais tout est pourri, tout fait peur. » Et vous lui demandez « Mais de quoi vous parlez ?» Mais tout.
tout le temps, il n'y a plus de temporalité, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus d'altérité. C'est tout. Tout est angoissant. Et la seule chose qu'on puisse faire, à mon sens, à ce moment-là, c'est de couper et de remettre de l'ordre temporel, ou du désordre temporel, mais en tout cas, une temporalité, un espace, et du découpage. Et juste de dire, de se placer comme interlocuteur, et donc de ne pas être pris soi-même dans le tout, qui est englué dans l'angoisse du patient, ou dans sa mélancolie, etc., ou dans son délire, et bien déjà, ça crée une ouverture à ça. Ça crée ce fort-là. Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à vos questions, pas du tout, mais je bavarde du coup. Et je m'échauffe, pardon. Pardon. Ça fait ça aussi de parler. Peut-être que je sais pas trop pour le timing, peut-être que je réponds, je vois un peu. Oui, on a encore un petit quart d'heure. C'est pour ça que je me suis mis un t-shirt tout à l'heure. Ouais, non, c'est bien juste. Le coup. Alors, le rêve. Très bien, j'ai beaucoup aimé ça. J'avais pas réalisé, mais vous me faites réaliser que le rêve est à peu près partout dans le livre sans que ce soit ultra thématisé. Mais effectivement, je prends ce point de départ dans la nuit, parce que je prends mon point de départ dans ce travail-là chez Lévinas, comme vous l'avez rappelé, cette nuit qui est une nuit toute, on va dire. C'est une nuit qui est éprouvée, si tant est qu'elle soit éprouvée, comme sans lendemain. Et en contrepoint, ça me paraissait assez porteur, naïvement, de repenser au jour qui est toujours... on est entre chien et loup, on est le jour et on sait bien que la nuit va arriver, qu'à chaque moment du quotidien, finalement, il y a cette composition du jour et de la nuit d'une manière extrêmement banale. Et cette banalité-là, moi j'aime bien l'appeler aussi, la mettre au travail cliniquement avec les patients. De rappeler la banalité d'une journée d'alternance, ou du fin, pas fin, satiété, pas satiété, tout ça. Mais du coup, le rêve peut tout à fait se placer aussi à cet endroit-là, dans une modalité non moins quotidienne, mais qui amène quelque chose d'autre que de la banalité qui pourrait être presque méprisée parfois, que moi j'aime beaucoup, mais et qui ramène cette autre dimension peut-être saillante de présence-absence qui peut en donner l'éprouver. Je pensais, en vous écoutant, je pensais au déjà vu aussi, et je pensais à ma déambulation dans le campus en arrivant, où je me disais, bah oui, c'était un peu onirique, un peu déjà vu, et pas tout à fait non plus. Enfin, voilà, c'était cette bizarrerie de cette superposition, finalement, perceptive, sensorielle, expérientielle, d'une présence et d'une absence. Et donc, du coup, c'était bizarre. Mais le fait même que ce soit bizarre de cette manière-là, dit que c'était du patou. Que j'étais pas dans une absence absolue, ni dans une présence tout à fait préhensible. Ce qui fait basculer beaucoup, et ça dit peut-être aussi ce qui peut arriver en séance, c'est que quand on est dans l'horreur de la nuit toute, c'est invivable, mais parfois toujours le mieux qu'on puisse proposer, c'est cette étrangeté du jour-nuit où il n'y a pas de totalité mieux que... On ne peut pas répondre, je m'embrouille, on ne peut pas répondre à la nuit toute par un jour tout entier, par une plénitude d'irons. Et ça, c'est très très difficile à manier
à certains moments de certaines cures, je pense. Et je pense notamment aux patients mélancoliques qui ont pour certains d'entre eux, comme vous disiez, je refuse de généraliser, je me fais prendre par le vocabulaire, mais certains patients mélancoliques qui ont cette appétence pour l'authenticité, par exemple. Il faut que ce soit vrai. Que ce soit la lumière toute, c'est ça aussi, la vraie vérité authentique, absolue, l'absolu mélancolique. Et il peut y avoir justement un gouffre mélancolique parce que tout ça c'est du semblant, le langage, la parole, la mise en langue loupe toujours fondamentalement la totalité du réel. Et c'est une souffrance en fait, au moins pour certaines personnes, et parfois c'est une souffrance jusqu'à l'invivable, d'être dans du patou. De se confronter à l'impuissance humaine, à l'impuissance de la parole et de la langue et du langage à capturer le réel. Et du coup, travailler à ça avec le patient en non seulement détotalisant, parce qu'il est bien conscient qu'il y a une détotalisation, sauf qu'il la refuse, qu'il ne la supporte pas. Elle est invisible, cette détotalisation. La question revient 50 fois dans le livre, comment on travaille avec la mélancolie, comment faire avec ça, ce qui veut dire que je n'ai absolument pas de recette, évidemment, mais il y a cherché à passer, Lacan dit ça à un moment donné, à passer de l'incapacité à l'impossible. Il y a quelque chose d'assez insupportable de se sentir incapable d'atteindre le réel alors que c'est possible. Mais c'est impossible. Et bizarrement, du coup, ça fait partie de l'ordre des choses, c'est un ordre cosmique presque. Et certains mélancoliques peuvent s'y retrouver avec cette affaire-là, d'être alignés cosmiquement avec l'impossibilité. Je ne sais pas comment le dire moins bizarrement. Du coup, je suis en train de... vous me dites quand ça n'est plus audible du tout. Hein. Je voulais revenir sur votre meurtrier mourant mortifère, que j'ai trouvé très très parlant. Et ça dit un peu ce que j'essayais de dire là, que la logique de ce travail-là, et que vous reprenez avec cette circulation entre ces trois états-là, il n'y a pas la promesse de la pleine conscience et de la pleine vitalité. Et pour autant, je ne crois pas que ce soit morbide, pour ajouter ni pessimiste, ni quoi que ce soit. Justement, on n'est pas dans le mortifère. Et je pense que c'est pareil, très difficile à faire entendre, mais que c'est possible. C'est pour ça que j'aimais bien passer par le jeu, donc par la joie, peut-être. Mais de ne pas se cogner contre le mur de l'incapacité et faire de ce refus du mortifère une ressource, finalement. C'est pour ça que j'aimais bien la traduction onirique par Derrida que vous avez reprise, parce qu'il n'en fait aucunement un point d'arrêt. Et ça, c'est très déridien, je pense, et je pense qu'on a beaucoup à en tirer d'un point de vue psychanalytique. C'est que on ne peut pas aller plus loin, et pour autant, ce ne pas pouvoir aller plus loin, c'est une ressource. C'est-à-dire, quasi, ça fait rebond d'une certaine manière. C'est aussi à ça que sert cette fameuse virgule. C'est une virgule que j'emprunte en fait, voire je la vole. Non, je l'emprunte plutôt. Un psychanalyste qui est Stéphane Habib et qui met une virgule entre impossible à dire. Donc on sait que Lacan définit le réel comme impossible à dire, et puis on pourrait se dire, ok, c'est impossible à dire, on n'a plus qu'à se taire et à pleurer.
bon, si on pose une virgule, j'aime beaucoup le minimalisme de ce geste-là, impossible à dire. Du coup, moi, j'y entends comme un espèce de ressort, je l'imagine un peu comme ça, où tout à coup, bah oui, j'ai toute la ressource, c'est une espèce de pousse à dire. Je ne peux pas tout dire, mais du coup, ça me pousse à essayer encore. C'est très béguéquien, on peut dire, on essaye encore, on rate encore, etc. Et ça, c'est à jouer énormément pour ne pas ni se morfondre dans la toute absence, dans la toute perte, dans le tout mortifère, etc. Ni faire comme si la mort, on pouvait la laisser de l'autre côté, le réel, on va faire comme s'il n'existait pas, ça ira bien. Non, on travaille, et c'est ça que je trouve assez génial avec la psychanalyse lacanienne en l'occurrence, c'est qu'on travaille avec le réel. Qu'on y met une virgule, moi j'y entends un bord, et qu'on travaille pile à cet endroit-là. C'est un travail avec le réel pour continuer à le patouter. C'est bien ça, hein? Et je crois que je parle trop, non? Non, il y a le temps. Il y a le temps? 2 minutes. Ah, oh, il y a le temps. La tentative de guérison, je peux peut-être dire quelque chose de ça. Vous aviez mentionné la chose. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais oui, peut-être que s'il reste 2 minutes, je peux peut-être essayer de dire un tout petit mot là-dessus, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose que je trouve fondamental, le symptôme comme tentative de guérison. Alors, est-ce que ça doit être seulement le symptôme? C'est une question que je vous laisse. mais en tout cas, l'idée que les tentatives, les formations de la conscience, y compris les symptômes, ou plus, sont des tentatives de guérison, Freud, je pense qu'on a encore à travailler sur ce point-là, d'un point de vue psychanalytique, d'un point de vue surtout même philosophique. Il y a quelque chose qui s'entend très très peu à l'extérieur de la psychanalyse et qui fait que nos collègues hors psychanalyse peuvent très très mal comprendre en fait ce que peut être un symptôme, ce que peut être quelque chose qui a l'air tout à fait justement mortifère, qui peut être une modalité de tentative de guérison. Donc ce que moi j'y tiens énormément à cette affaire-là, comme beaucoup d'analystes bien sûr, et c'était une des choses qui a guidé constamment en fait l'écriture des chapitres cliniques du livre sur l'anorexie et la mélancolie. Comment est-ce que ces modes d'être sont des tentatives de guérison et comment elles doivent être cliniquement accompagnées en tant que telles. Qui je suis moi pour avoir une meilleure tentative de guérison que le patient qui vit avec toute sa complexité depuis toujours. Moi je l'ai rencontré depuis 10 minutes, depuis 10 ans, j'en sais rien, mais bon. En tout cas il y a quelque chose qui est organiquement organisé chez le patient, y compris quand c'est extraordinairement mortifère. Donc toute l'idée, c'est pas avec l'anorexie, c'est tellement flagrant, enfin, de proposer à la personne bon, maintenant, il faut que ça s'arrête, il faut que le symptôme s'arrête, parce qu'il fait peur à tout le monde. Mais comment on peut accompagner l'anorexique, en l'occurrence, dans sa tentative de guérison? Il s'agit aussi de nous comprendre autrement ce qu'elle est en train de faire. Est-ce qu'elle est en train de se tuer à petit feu, ou est-ce qu'elle est en train de détotaliser quelque chose dans lequel elle est complètement engloutie, phagocytée, digérée, absentée pour le coup, elle n'y est plus, elle disons statistiquement, mais si on comprend l'anorexie comme un geste tout à fait contradictoire, certes, mais quand même comme un geste de détotalisation et donc de surgissement de soi hors de la totalité mortifère, alors il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner vers quelque chose qui ne soit pas mortifère, vers quelque chose qui pourrait être meurtri, peut-être vous diriez, qui serait pas mourant, pas encore, mais meurtri parce que coupé par le langage.
Et pareil avec la mélancolie. Est-ce qu'on peut proposer quelque chose comme une meurtrissure plutôt que du mortifère? Et ça change tout, plutôt que je vais peut-être arrêter sur une analogie où tout à coup je pense à Antigone, qui il y a des dialogues incroyables selon les versions, où elle est dans son élan inarrêtable, ça fait nécessité, on pourrait dire c'est sa nécessité symptomatique, si on voulait jargonner un peu, tentative de guérison d'Antigone, et on lui propose, elle sait qu'elle va à la mort, et on lui propose la vie comme le souverain bien. Et non, il faut vivre. Bon, c'est inaudible. Qu'est-ce qu'on peut... Enfin, c'est la même chose avec un patient. C'est complètement inaudible, en fait, si on ne rentre pas dans la logique de comprendre en quoi l'acte d'Antigone est une tentative de vie. Si on comprend ça, alors peut-être qu'on peut faire que sa vie soit pas mortifère. Voilà, peut-être que je m'arrête là. Alors du coup, on va donner la parole directement à vous, en fait, pour que ça devienne un peu plus interactif, éventuellement si vous avez des questions. Voilà. Voilà. Mais peut-être qu'on peut finir. Voilà. Je sais pas si est-ce que je rapproche ça? Du coup, bon, merci. Du coup, j'ai une question sur un point qui était un peu absent dans votre livre, j'ai envie de dire, ou peut-être que je me trompe, mais la question du non-rapport sexuel. Et c'est une phrase qui résonne pour moi dans l'étourdi de le sexe absence et le sens absexe. Et du coup, il y a cette question de dès qu'il y a du sens, le sexe est absexe, il est absent. Dès qu'il y a du sexe, il y a absence, le sens est absent. Et donc, est-ce que c'était un choix de votre part de ne pas du tout aborder la question du non-rapport, ou est-ce que c'était une digression théorique inintéressante, ou ça s'est fait comme ça? C'est sûrement fait comme ça, mais pour avoir une réponse, ça académiquement correct. J'aime beaucoup votre formulation. Dans la deuxième formulation, vous me demandez il y a absence de rapport. Et en fait, j'aime beaucoup. En fait, je pense que je ne parle que de ça. L'absence de rapport, ce qui n'est pas forcément l'absence de rapport sexuel. Je pense qu'il y a en tout cas, moi j'aime beaucoup l'aborder comme ça parce que je travaille énormément avec des non-psychanalystes. Et quand on leur parle de sexualité, de sexe, d'absexe, de phallus, de moitié, de ce pansexualisme supposé à la psychanalyse. Et c'est pas pour désexualiser le bazar, c'est juste qu'à mon sens, indépendamment des interlocuteurs que je peux avoir d'ailleurs, je dois dire que j'ai l'impression de faire une communion. Mais je dois dire que je le lis comme ça, moi aussi, en fait. Ce non-rapport sexuel, il est non-rapport, fondamentalement. Alors, je dois dire aussi que je le lis comme ça parce que je lis Lacan tout le temps avec Lévinas et que Lévinas va écrire constamment sur le non-rapport comme étant la structure même du psychisme. Et il l'écrit très explicitement, avec un vocabulaire pas du tout psychologisant et pas du tout psychanalytique. Mais néanmoins, pour moi, ça parle de la même chose. Et donc, de ce fait, j'ai plutôt tendance à lire, y compris Lacan et la psychanalyse, et du coup à écrire moi aussi, en faisant du non-rapport sexuel, presque comme un cas particulier du non-rapport. Et c'est comme ça que je l'aborde dans la lecture, dans l'écriture et dans la pratique également. Et ce livre, il est tout entier, ça répond à la
castration, c'était vous qui parliez de ça. Mais ça répond à ça. C'est, en tout cas, moi, je m'en sors mieux comme ça. J'interdis toute interprétation. J'ai une question à propos de quand vous dites pour les mélancoliques. Je trouvais ça rigolo. Vous parlez de cosmologie, quelque chose qui est possible de cet ordre-là. Donc vous mettiez en exemple que c'est un peu différent, même si vous ne pouvez pas catégoriser, mais de la communauté névrosée peut-être. Et je me demandais si est-ce qu'il y a l'ascension, la castration aussi dans cette considération-là. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous que ce soit de cette manière, vous avez dit choix linéaire, un peu aligné, cosmologique. Et qu'est-ce que ça viendrait dire de cette ascension de la castration? Est-ce qu'elle s'entend à cet endroit-là? Et vous dites aussi à plusieurs endroits qu'il faudrait détotaliser, et notamment avec le sujet soit anorexique ou mélancolique. Et est-ce qu'il s'agit de ça aussi à cet endroit-là, de tenter cette ascension de la castration Oui, on pourrait dire comme ça. Après, cette envolée cosmique, je sais pas écrit, voilà, ce qui arrive quand on parle. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à décrire du point de vue de la mélancolie. Vraiment cette appétence pour une forme oui, je sais pas comment dire autrement ce soir en tout cas, mais d'appartenance, de non-déchéance, on pourrait dire aussi, et donc de non-castration. Alors, je pense pas que l'enjeu clinique soit de castrer un non-castré, parce que voilà. Mais en tout cas, d'être bien conscient de cette chose-là et de passer d'une modalité, tout le jeu de cette affaire-là, c'est d'assumer plusieurs modalités d'être avec l'absence. Et il y a des modalités où l'absence est tout entière invisible parce qu'elle prend tout l'espace, tout le psychisme, etc. Versus assumer une absence plutôt du genre de la castration qui n'est jamais tout entière et qui est un jeu de, j'allais dire gonflement, dégonflement. Mais par rapport effectivement ces figures mélancoliques et anorexiques, je fais un moment dans le livre où je fais une position par rapport à la névrose psychose, mais je fais très peu à cet endroit-là. Mais votre question est très très juste par rapport à ça, c'est cette détotalisation qui elle-même n'est jamais complète, jamais achevée, etc., toujours en mouvement. C'est aussi un travail avec, pas que, mais aussi un travail avec la psychose, avec les psychotiques, à quel point on peut amener ça dans le transfert, comme vous le soulignez très, très justement, à quel point le fait même que l'espace psychique ne soit pas un espace totalitaire, par définition, à quel point c'est supportable par la personne ou pas. Ça ne l'est pas toujours. Ça peut générer d'énormes souffrances je me souviens d'une patiente mais ça arrive à chacun d'entre nous, j'imagine, mais qui ne supportait pas du tout que la moindre séance s'arrête. Et donc, évidemment, là, je ne peux pas. Enfin, là, on regarde de répondre à la demande, au bout d'un moment, il y a une espèce de principe de réalité qui fait que c'est assez facile. Mais justement, c'est pas facile du tout, parce que qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là, de la coupure, de l'ascension, et comment, dans le transfert, on rend ça viable. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue à cet endroit-là de la structuration psychique. Est-ce qu'on peut accepter ce format ou pas? Et c'est vraiment pas toujours le cas, d'où l'importance des institutions quand c'est pas possible. Il y a une institution qui peut faire continuité.
Et d'où l'importance de travailler ce genre en permanence et d'assurer que justement cette absence ne soit pas de l'anéantissement. C'est tout l'enjeu. C'est est-ce que je peux être absente et quand même, comme la fameuse photo de Barthes qui regarde une vieille photo et qui dit ça a été. Alors on peut le faire avec une photo, on peut le faire avec un objet infériorisé, ça se travaille, mais est-ce que trace de la séance, trace de l'analyse, trace du transfert, est-ce que trace peut être regardée? Et là on a de l'absence si on fait ça, versus de l'anéantissement. Et c'est pas gagné le passage de l'un à l'autre. C'est même très 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 compliqué. Et on peut se poser la question, socialement, dans une société où on nous habitue à la présence, est-ce que ça le rend encore plus difficile ou pas? J'ai aucune idée. Mais en tout cas, la question peut se poser, c'était des multiples modalités de traces et d'absence. Comment nous, on peut les travailler, les différentes temporalités de la chose, etc. Pardon, je sais pas si je réponds à votre question du tout. Mais... Merci. J'ai une question sur une expression que vous employez souvent, c'est le réel tout vide. C'est joli déjà et puis intéressant. Et je voulais savoir si c'était envisageable pour vous de ne pas parler que d'un réel tout vide, mais d'un réel du vide, plus proche du séminaire 8, un réel qui serait vide, et d'un vide qui ne serait pas forcément un anéantissement, mais qui serait autre chose pour le sujet. Autre chose pour le sujet. Oui, je parle d'un réel tout vide, je parle d'un réel tout plein. Et sont un peu des pièges. J'aime bien ces formulations. Elles me sonnent à l'oreille aussi, mais ce que j'essaye d'attraper avec ça, c'est une sorte de densité, en fait. Je m'en suis rendu compte dans l'occasion de discussion sur le livre où on me disait bah oui mais là tu dis tout plein alors que moi je pense que c'est tout vide, cliniquement tout ça, et en fait je suis d'accord, c'est juste cette densité, et là, le vide peut être une densité strictement impénétrable et si le réel ça cogne, le vide ça peut cogner aussi quand on tombe dedans, tout ça, ou quand il nous engouffre, nous pénètre, donc oui, après, est-ce que le réel peut être autre chose pour le sujet? C'était ça le vide en tout cas. Le vide. Ben, j'espère, ouais. Oui, enfin, il me semble que justement, le vide peut être synonyme d'écart. Par exemple. Mais alors c'est un vide tout à fait relatif. C'est une distanciation, je parle de discrétion dans le livre, de discrétisation, c'est-à-dire que ce ne soit pas de la matière continue, comme je me représente le réel comme ça, cette densité de continuité, où c'est non-stop. Et le vide, ça introduit ça introduit de la scansion, de la vacance ou des vacances, l'importance clinique des vacances. Mais non, mais c'est vrai. Voilà. La seule manière dont j'arrive à justifier mes vacances auprès de moi-même, c'est de me dire c'est un vide psychique, c'est super. Et ça revient aussi à une question de tout à l'heure, c'est comment on travaille dans le transfert pour faire avec l'absence, faire de l'absence, faire de la différence. C'est aussi ça, c'est aussi incarner quelque chose du vide. Et c'est bizarre comme formulation, incarner du vide, parce que du coup, mais quand même, incarner une forme de pas de néant ni de mort, encore une fois, pour moi je ne crois pas du tout que le psychanalyste doit faire le mort. Mais par contre, créer du vide dans la séance, qu'est-ce que ça veut dire, du vide qui soit justement pas
ce gouffre néantisant, mais qui soit un vide, la fameuse case vide de Lacan, le jeu vide. Bon, parfois, il y a le patient vient tellement remplir l'espace, le temps, tout, que la seule case vide, il ne nous reste que nous, à nous, de jouer cette case vide. Pas en partant, mais quand il ne reste plus rien qu'à faire, il faut prendre les vacances. Mais avant ça, il y a plein de choses à essayer quand même. Par rapport à cette question du vide ou tout plein, est-ce qu'on ne peut pas, du coup, parler du rien qui, lui, pour le coup, serait absolument zéro identisation, qui serait pas comparable à la question du vide? Et est-ce que, par exemple, dans l'anorexie, c'est pas ne rien manger, c'est manger le rien? Et du coup, est-ce que par rapport à ces patients-là, la question du rien qui est tellement présente, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un travail analytique est possible? J'espère. Est-ce qu'il est suffisant? Par contre, il y a plein de situations où pas du tout. En revanche, est-ce qu'il est néanmoins nécessaire et possible? J'espère. Mais en tout cas, moi, la manière dont j'attrape ce rien, en l'occurrence dans ce manger rien de Lacan, c'est justement ça. C'est un rien qui fait réponse. Enfin, c'est la même chose qu'avec qu'est-ce que c'est que le vide, qu'est-ce que c'est que le plein, qu'est-ce que c'est que le rien. En réalité, j'ai aucune idée. Mais en tant que réponse à autre chose, pas histoire de comparer et tout, mais à quoi ce rien répond-il? Tentative de guérison, c'est une réponse. À quoi l'anorexique répond-elle quand elle mange rien? Peut-être qu'elle me répond à le contraire du rien, qui se trouve être tout. Pardon? Tout jouissance, en fait. Oui, du tout jouissance de l'autre, elle est phagocytée et donc il faut vomir le tout ou ne pas l'ingérer, on se débrouille comme on peut. Donc, je pense évidemment aux scarifications, ce genre de choses-là. Ou ce rien, il a la démesure du tout qui est subi. Que ce soit de manière délirante ou pas, c'est tout à fait. Il faut voir les coordonnées de la chose. Mais en tout cas, on peut, disons au moins chez certaines anorexiques, donc chez certains anorexiques ou dans certains cas d'anorexie, on peut être à l'affût de cette question-là. Qu'est-ce que c'est que ce manger rien dans l'anorexie restrictive en tant que réponse au tout? Auquel cas, ce que j'essayais de bafouiller tout à l'heure, c'était comment accompagner ça en disant oui, le souverain bien, c'est il faut manger. Non, parce que manger à cette étape-là, c'est tout. Et donc c'est mourir, subjectivement. On ne peut pas proposer, c'est inaudible. Et la personne a bien raison de refuser ce truc-là. Et donc, il y a manger rien qui est une option. Il y a manger qui, à ce moment-là, pour la personne, c'est pas une option non plus. Mais il y a justement à travailler sur à quoi est-ce une réponse. Est-ce qu'on peut construire une autre réponse à la même question? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut entendre la question qui est posée dans n'importe quel état psychique? Et là, c'est l'anorexie ou la mélancolie, mais ça marche. Enfin, la même logique clinique est opérante dans n'importe quelle situation, je pense. C'est quelle est la question qui anime finalement, qui vient faire que le symptôme donne une réponse la plus ajustée possible. Au ras du symptôme se trouve vraiment la manière de détecter, si on lit le symptôme au ras du symptôme, on lit la chose au ras du symptôme, on trouve la question qui est posée, et c'est cette question-là qu'on peut travailler avec un patient ou une patiente. Ce tout, est-ce qu'on peut le détotaliser? C'est-à-dire, moi je suis bien d'accord, il y a un tout, on va essayer de le détotaliser. Donc là, si on parle de l'alliance thérapeutique, ok, mais moi je suis très d'accord avec ce geste-là, si on peut se mettre d'accord sur c'est ça qu'il faut. Mais est-ce qu'on peut trouver un moyen qui ne fasse pas mourir à la fin? Ou pas, est-ce qu'il y a un moyen moins mortifère? Et bien le moyen, c'est d'être un peu meurtri par la castration, etc. Mais voilà, c'est très 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 bon travail, bien sûr. Mais en tout cas, on en trouve des coordonnées comme ça qui orientent très 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 concrètement le travail clinique, en fait.
Parce que du coup, on se base plus seulement sur le rien qui ferait l'objet comme ça du délire ou de l'obsession ou de n'importe. Mais en fait, sur la question qui est sous-jacente et qui vient faire fonctionner ce symptôme-là. Vous pouvez poser des questions à On pourrait peut-être ajouter le toxicomane à la série de mélancolique et d'anorexique, spécifiquement sur l'enjeu du tout et du rien. Oui, et je dis d'autant plus qu'il y a une manière, il faut prendre beaucoup de précautions avec ça, mais il y a quand même une manière de penser l'anorexie, y compris l'anorexie restrictive, y compris d'en manger rien, comme une forme d'addiction. On en parle beaucoup et bon, il faut faire le tri, mais il y a une vous parliez de toute jouissance. Il y a quelque chose à cet endroit-là qui a travaillé complètement. Ouais. C'est une liste heureusement non exhaustive parce qu'il n'y a que deux figures. Elles sont là presque comme parce qu'elles sont, me semble-t-il, ces figures à la fois très proches et très opposées dans leur dynamique. Donc c'est pour ça que je les ai mises là. Ça n'a pas la moindre prétention d'exhaustivité. À vrai dire, c'est aussi pour ça que je répondais sur le non-rapport comme ça, d'une manière très très globalisante. Il s'agit de structures psychiques, on parle du réel, du symbolique, un petit peu l'imaginaire. Mais globalement, on parle de ça. Donc ça concerne, je dirais, tout le monde. Mais effectivement, oui, la toxicomanie serait... En plus, ça rapproche sur l'enjeu de l'urgence et de la solution qui ne soit pas du côté de la mort à la fois, qui est peut-être moins évident dans d'autres formes. Oui, même si il y a un vécu d'urgence psychique qui... Après, clairement, en tout cas, moi, je dois dire que oui, il y a des dimensions d'urgence concrètes, pragmatiques, vitales, tout de suite là, qui ne sont pas que psychiques, qui m'attrapent tout à fait différemment d'un point de vue clinique. Enfin, donc c'est à prendre en considération. Ouais. Et je pense que voilà, c'est un peu sous-jacent à ces pratiques-là. Et c'est vrai que dans la toxicomanie, il y a ce danger-là. Et je pense aussi à tout patient, quelle que soit sa structure psychique, qui peut arriver avec des idées suicidaires, comment on répond justement à ça, à quoi ça répond et comment on répond. Mais je pense aussi aux patients dans des situations de très grande précarité sociale et autres, qui peuvent avoir un vécu d'absence pour l'autre, de néantisation en fait. Par exemple, quel est l'impact de ne pas avoir de papier, c'est-à-dire d'être absent d'un point de vue civique? Il y a un effacement là. D'être illégal. Pardon? D'être illégal. Oui, mais c'est-à-dire de ne même plus être porteur d'un nom reconnu socialement. Je pense que c'est aussi très très impactant psychiquement, au moins à la longue, au moins. Et il y a une fatigue physique qui est certaine, mais il y a aussi une abrasion subjective qui fait que je suis absent, je suis anéanti du monde. Enfin, le monde m'anéantit. Comment on répond à ça? Et il y a ça, en fait, aussi, dans ce genre d'urgence, qui mêle là le psychique et puis la rue, quoi. Moi, je me posais la question, en fait, par rapport à
que je réponds à la clinique de la psychose, la clinique de quelqu'un qui est en crise et qui, la question de l'absence et la mort, il y a quelque chose qui s'avoisine en fait, entre, je pense à une situation en particulier de quelqu'un qui était en demande de quelque chose. Donc ça a commencé par la situation, elle en devenait drôle, mais tellement ça paraissait insignifiant pour celui qui écoutait, en fait, et c'était vital pour celui qui l'a parlé. En fait. Et il y avait quelque chose de quelqu'un qui demande un traitement, non, à manger, non, vous pouvez parler. Et de quelle manière, en fait, cette idée d'introduire le vide, parfois, à certains moments, dire quelque chose de la présence, être présent, en fait, permet à celui qui est dans l'urgence en face de supporter, de survivre à l'absence. Et je pense que là, il y a un pendant aussi entre à quel moment il y a quelque chose de nécessaire du côté d'une certaine qualité de présence pour se laisser justement s'absenter, en fait. Voilà. Bon, après, il y a tous les travers institutionnels. Très régulièrement, l'institution, elle est toute présente. Ça crée des univers un peu très totalitaires. Mais voilà, je me dis que cette espèce de limite frange-là, elle est assez difficile et c'est vraiment de l'artisanat du cas par cas entre présence pour permettre l'absence. Et puis ça, on parle souvent, je pense, quand on parle des cliniques, mais il y a certains moments de vide où on sent transférentiellement que là on perd quelqu'un. Ou le mot, dire quelque chose, ça peut avoir des effets justement pour réintroduire quelque chose de l'absence. En fait, l'absence, c'est pas forcément quand on ne dit rien, c'est aussi pouvoir dire quelque chose qui permet au sujet justement de ce rien, mais pas être perdu là-dedans. Je sais pas si... Oui. Mais oui, je suis complètement d'accord et je te remercie parce qu'il faudrait pas faire entendre que l'analyste est là pour jouer l'absent. En tout cas, si c'est le cas, c'est d'une manière très présente. C'est presque un don, en fait. C'est-à-dire qu'il s'agit de donner cette absence à quelqu'un. Donc il y a quelqu'un qui donne quelque chose à quelqu'un. Donc il y a quelque chose d'une transmission, si ce n'est d'un transfert, à cet endroit-là. On parle de transfert depuis tout à l'heure. Pour moi, c'est une très très grande qualité de présence, le transfert. Mais dans cette non-surprésence. Et donc ce que tu dis, c'est qu'effectivement, face à quelqu'un qui est dans un gouffre de rien, de vie, ou de peur, ou de quel que soit le totalitarisme psychique qui l'envahit, il s'agit de faire autre, de faire hétérogénéité, de faire composition. Et donc assumer une présence, une contenance, etc. Face au vide, oui. Sauf si, en tout cas, il faut être attentif à ce que cette présence ne soit pas accaparée par le patient, évidemment, pour faire un contrepoint tout aussi totalisant. Ah, tout à coup, j'étais dans le tout plein, maintenant je suis dans le tout vide, ou l'inversion. Donc cette manière de s'accaparer l'étincelle de présence qu'on va pouvoir donner, et d'un seul coup, ça nous fait vraiment tout. Bon, il y a un va-et-vient, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette image du Forda comme une image du transfert, de quelque chose de ce va-et-vient-là. Comme tu dis, c'est un artisanat, mais je pense du coup à une des formulations que vous aviez eues tout à l'heure sur le... je ne sais plus comment vous disiez exactement, mais supporter la castration de l'autre, finalement, ou peut-être que vous disiez plutôt mourir que de savoir que l'autre est incomplet ou castré, etc. Ça aussi, est-ce que le transfert peut porter un autre qui soit incomplet de manière à ce que ce soit supportable, vivable, cette affaire-là. Mais incomplet, ça ne veut pas dire réduit à néant. Ça veut dire je suis tout à fait présent de manière tout à fait incomplète. Mais je peux être tout à fait présente à ça. C'est-à-dire être ultra présent en face d'un patient et d'exprimer que
où là on ne peut pas, où je crois quelque chose de l'ordre de l'impossible, mais dans une présence, ça crée je pense, ça peut créer parfois moins ce jeu-là, que on est dans cette meurtrissure finalement chacun, et qu'on peut bizarrement, on en revient à des choses tout à fait incongrues d'un point de vue psychanalytique, mais on en revient à du partage. On partage quelque chose de fondu, de trouvé, d'idée qui se met au travail en permanence. Cet écheveau ou cette pelote de laine qui est toujours en train de tricoter.